Laurent Roland Tonneikes, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent, on démarre ce matin par l'emblème du jour qui écrit après la tournée gouvernementale de reddition de comptes vers un nouveau contrat social. Vers un nouveau contrat social, bon, est-ce que c'est pas un questionnement? Bon, on attend de voir si véritablement c'est vers un nouveau contrat social. C'est vrai que quand les responsables, en tout cas les gouvernants, font une reddition de comptes, passent dans les localités, on a pu voir quels sont passés dans les communes. Après, aujourd'hui, c'est dans les arrondissements. Certainement pour mieux s'imprégner des difficultés des populations et donc à partir des difficultés, des plaintes des populations, elles doivent pouvoir, pardon, les autorités doivent pouvoir repenser le mode de gouvernance et puis repenser les objectifs. Et donc oui, ça peut être aussi le début d'un nouveau contrat social, qui sait. Donc attendons de voir véritablement si ceux qui font cette tournée de reddition de comptes doivent être sur l'ordre normal des choses, c'est que oui, les doléances des populations doivent être prises en compte et régler un tant soit peu les problèmes auxquels sont confrontées les populations. Parce que si après cette reddition de comptes, on se rend compte que rien n'est fait, cela suppose qu'en réalité, on ne devrait même pas le faire. Donc, j'ose croire, oui, et peut-être que oui, avec le journal, que oui, avec ces descentes dans nos arrondissements aujourd'hui, ça devra être un nouveau contrat social parce que oui, on a décrété le hautement social le 23 mai 2021 à Porte-Nouveau, mais ça a pris du temps avant d'être mis en exécution parce qu'on a pu voir que plusieurs secteurs étaient laissés pour compte plus ou moins. Mais à partir de 2022-2023, on a vu un début d'action sociale. Oui, en 2023, ça s'est étendu, en 2024, ça s'étend également. Mais il faut aller au-delà parce qu'il y a encore des problèmes, des poches de pauvreté, des poches de difficultés dans nos localités qu'il faille travailler à régler. Donc oui, ça peut être un nouveau contrat social entre les gouvernants et le peuple, parce que c'est véritablement le peuple qui détient le pouvoir. Et donc si on a en perspective de continuer à conserver le pouvoir d'État avec sa famille politique en 2026, c'est très important de prendre en compte les doléances des populations pour un nouveau contrat social, ce qui peut les aider à gagner et à continuer à conserver le pouvoir d'État. Justement, conserver le pouvoir d'État, c'est très certainement l'une des préoccupations de la mouvance au pouvoir. Info Matin écrit, Romuald Ouaddaï pressenti à la BAD, la course au Dauphinat de talent relancée. C'est une interrogation, Laurent. Qu'il vous souvienne que la semaine dernière, je vous disais que le simple fait de le mettre, en tout cas de le voir candidat à la BAD, déjà c'est qu'une manière de le sortir du jeu. Parce qu'on a pu voir que les véritables jokers à qui le chef de l'État avait promis en 2015 qu'il serait candidat pour succéder à Boni Yayi, les mêmes à qui il a damé le pion à la dernière minute pour être candidat, il a fait des promesses à certains parmi eux qui n'ont pas été encore frappés par la limite d'âge de 70 ans. Et donc, certains parmi eux continuaient de nourrir cette ambition. Et il y a parmi eux des jeunes à qui on a dit, oui, c'est toi qui seras le dauphin. Il y a des gens qui sont proches de la limite d'âge et qui estimaient qu'au moins, même si c'est pour un mandat, ils pourraient avoir la chance de faire ce seul mandat. Mais malheureusement, un à un, on les élimine comme tel un jeu d'échecs. Il y a certains parmi eux qui ont été, en tout cas, surpris à la dernière minute de la manière dont on s'est séparé d'eux. Et puis le jeune Ouaddaï qui peut-être aurait commencé par penser que oui, tout le monde est sorti du jeu, que c'est lui seul peut-être qui reste. Encore qu'il n'est pas le seul qui reste, parce qu'il y a Luc Katropo de la mairie de Cotonou qui est là. Il y a Talata Talata qui est aussi un joker essentiel. Il ne faut pas mettre de côté ce joker, parce que quand vous regardez le schéma aujourd'hui, Patrice Talon, au cours des grandes rencontres internationales, ne se rend pas là-bas. Et puis, joker, Mariam Talata Tchabi-Zimé a été un joker pour lui en 2021. Et donc, les rencontres internationales, c'est la dame là qui l'envoie, qui est au contact des grands dirigeants de ce monde, qui discute avec les grands dirigeants de ce monde. Et à un moment donné, elle peut être le joker essentiel qu'on peut mettre dans la balance, qui peut avoir aussi l'adhésion des dirigeants de ce monde, parce que la dame, c'est une dame assez humble. On a pu voir quand elle sort, comment elle se passe, en dehors de quelques erreurs de communication qu'elle fait en interne. Donc, il y a aussi un seul joker là qu'il faut mettre de côté. Et Patrice Talon est très minutieux dans tout ce qu'il fait. Et donc, je crois que
dès lors qu'on annonce Romain Wardani vers pressenti pour la BOAD, pardon, il y a matière à se poser des questions parce que malheureusement, si la course oppose à la BAD ne marche pas pour lui, ça peut être un élément essentiel qu'on peut mettre à la balance pour dire qu'il n'est pas assez représentatif et qu'il ne fait pas l'unanimité et que quand il n'a pas réussi à avoir un poste à l'international. Donc, ça va être un élément. Donc, c'est à lui maintenant de travailler véritablement à convaincre ses pairs ministres des Finances d'Afrique et autres là pour espérer avoir ce privilège-là pour qu'on dise oui, s'il fait l'unanimité que les gens ont voté, ont préféré le choisir pour diriger la BAD. Cela suppose qu'on peut lui faire confiance pour diriger le Bénin. N'oubliez pas que Boni Yayi a fait la BOAD et est arrivé, même si Biotchane, lui, n'a pas eu justement. Oui, mais lui, en fait, c'est aussi un autre débat. On peut rentrer dans les détails, mais on ne va pas en parler ce matin. Donc, il y a que le schéma là, s'il réussit à avoir ce poste à la BAD, pourrait être un élément important dans la balance pour convaincre les électeurs, les grands électeurs dans une certaine mesure. Mais s'il échouait, ça va être un coup dur pour lui parce qu'on peut utiliser ça pour dire, mais écoutez, quelqu'un qui est à l'international, malgré les différentes dissensions qu'il a reçues, il n'a pas réussi à avoir la BAD, est-ce qu'en réalité il a la carrure pour être président? C'est autant de choses. Donc, moi, j'estime que, est-ce qu'on n'est pas en train de sortir Wardani du jeu? C'est une question à mon niveau. Et cela soulève la question du vrai dauphin de Patrice Talon en 2026. Véritablement, quel est le schéma que nous aurons de la part de la mouvance? Parce que nous avons l'UP Le Renouveau qui va continuer à réfléchir, il y a le BR qui va continuer à réfléchir, et puis il y a le Mouel Bénin, comment vous appelez, la Renaissance nationale qui aussi soutient le pouvoir en place. Quel serait le joker véritable que toutes ces formations politiques pourraient, derrière lequel les formations politiques vont s'allier? On attend de voir. Même si on estime que, les gens estiment que quelqu'un a de l'avance, notamment Olivier Bokor, dans toute la famille politique de la mouvance présidentielle, ce n'est pas aussi gagné d'avance parce que là où nous sommes maintenant, j'estime, en tout cas je pense et je crois que c'est l'avis de beaucoup d'observateurs, une candidature sans véritablement la bénédiction de Patrice Talon au niveau de la mouvance, ça peut souffrir de en tout cas ça peut souffrir un peu et puis ça peut ne jamais marcher parce que connaissant chacun de ces lieutenants autour de lui qui ont travaillé pour lui, en tout cas avec lui avant qu'il ne naisse le pouvoir et qui sont restés avec lui, il connaît les forces et les faiblesses de chacun d'eux, il sait à quoi il doit s'attendre quand elle sera président, il sait à quoi s'attendre quand elle ne sera pas président, donc c'est à lui, il a toujours son mot à dire, en tout cas pour la mouvance. Et d'ailleurs, même pour toute la classe politique, celui qui viendra en 2026, toute la classe politique doit pouvoir se mobiliser, travailler en unité d'action pour ne pas se faire prendre au piège par Patrice Talon, qui a réussi à les dribbler toutes les fois qu'on a organisé les élections depuis 2016. Et vous conviendrez alors avec Défi Info, Laurent, ce matin, que les primaires s'imposent au sein des partis de la mouvance, dans le cadre de la présidentielle de 2026. Oui, l'un dans l'autre, les primaires s'imposent, mais attention, c'est-à-dire que quand on regarde le schéma aujourd'hui, est-ce que les gens sont prêts à aller aux primaires pour véritablement départager et choisir quand même? Même si on organisait les primaires, par exemple, au sein du parti UP Le Renouveau, est-ce que les gens seraient prêts à s'allier derrière ce candidat? C'est le véritable problème. Et c'est pour ça que, oui, l'un dans l'autre, on dit que Patrice Talon aura certainement son mot à dire, mais l'erreur, ce qui peut le rattraper, c'est que c'est de vouloir imposer à tout prix un candidat aux éléments de la mouvance présidentielle. Il a fini son mandat, son premier mandat, le peuple lui a renouvelé cette confiance, il est en train de faire son second mandat. Et à lui maintenant de faire l'effort de se mettre un peu à l'écart de tout ce qui va se passer pour une alternance véritable au pouvoir. Donc quand il va vouloir à tout prix proposer un candidat, c'est qu'il y a des gens qui, depuis 2016, subissent en silence. C'est-à-dire qu'ils ont des choses à dire, des choses à reprocher au pouvoir en place, mais ne le font pas parce que, craignant les représailles, craignant un certain nombre de choses. Et donc, dès lors que Patrice Talon va vouloir imposer quelqu'un et qu'ils auront la certitude, parce que c'est ça le véritable nœud du problème, quand ils auront la certitude que Patrice Talon veut partir et qu'il veut imposer quelqu'un, c'est en ce moment que vous allez voir les langues se délier, vous allez voir les gens vraiment véritablement rentrer dans une bataille politique et même le désavouer publiquement, et même désavouer le candidat qui aura proposé, le dauphin. Donc, primaire ou pas primaire, c'est que l'un dans l'autre, il y aura des problèmes au sein des partis de la mouvance présidentielle parce que
pas évident que les candidats fassent l'unanimité. D'ailleurs, il y a ceux qui s'alignent derrière. Joseph Djogbenou, je ne vais pas citer de nom. Il y a ceux qui s'alignent derrière Johannes Dayon. Il y a ceux qui s'alignent derrière Olivier Bocon. On les connaît, que ce soit au sein de l'UP, le Renouveau ou bien l'UBR, on les connaît. Il y a ceux-là qui, moi je ne travaille qu'un secret, il y a ceux-là qui travaillent au quotidien pour Romil Wadaï. Moi, j'ai été contacté par certains que je connais, je ne citerai pas les noms. Donc, il y a des gens qui, au quotidien, travaillent pour Romil Wadaï. Et il y a ceux-là qui sont les déçus ou bien les déçus de la dernière minute du pouvoir, notamment les ministres qui ont quitté le gouvernement. Et je vais citer, par exemple, comment vous appelez, Oazan Omeki, qui s'aligne derrière Olivier Bocor, et notamment Séverin Kenom. Donc, ces personnes-là aussi ont leur mot à dire. Cela montre clairement que primaire ou pas primaire, parce que ces personnes, Omeki est UP, Séverin Kenom est UP. Donc, quand on fait les primaires, et que par exemple, je suppose que c'est un Djogbenou qui remporte la primaire, alors que au sein d'eux, les gens ne sont pas d'accord, la clique Djogbenou n'est pas d'accord que ce soit Bocor soit candidat, est-ce que véritablement les primaires auront... Quand on fait des primaires, c'est que tout le monde s'aligne derrière le résultat. Je vous dis, dans le contexte du Bénin, nous avons tout fait de dire que nous avons fait une réforme du sympathisant. Ce serait déjà une première que d'arriver à véritablement le faire, et après, donc, il faut gager que cela soit suivi. Quand vous ne comparez pas les primaires dans une formation comme l'UP Renouveau à une primaire, à des primaires comme dans le Parti démocrate ou républicain aux États-Unis. Là-bas, c'est des gens qui naissent dans une formation politique qui respirent l'idéologie du parti. Oui, mais qui ont commencé un jour, donc... oui, mais attention, je vous dis des gens qui respirent l'idéologie du parti. Ici, les gens ne respirent pas l'idéologie du parti. Il y en a parmi eux même qui ne connaissent même pas l'idéologie du parti. Quand vous leur demandez l'idéologie du parti, ils ne connaissent pas. Ils respirent leur intérêt personnel. Ils sont là pour se servir. Et donc, le plus important pour eux, c'est de militer dans la formation politique pour dire tous les matins que par ça un demi-dieu, espérer avoir quelque chose à mettre sous la dent. Et donc, c'est véritablement le problème parce que dès lors que nous avons des gens qui sont dans la formation politique, qui n'ont pas de conviction politique, qui ne partagent pas une idéologie ensemble, souffrez qu'il n'y ait pas de primaire qui fasse l'unanimité. Il va falloir, et c'est quoi je dis toujours, oui, réforme du système partisan, mais il faut ramener tous les acteurs politiques à l'école du militantisme politique. C'est à ce seul prix que les gens véritablement vont militer dans les formations. Et quand on va dire primaire, tout le monde va calmer les égos et suivre la dynamique. Mais pas évident, j'attends de voir le miracle s'opérer en 2026. C'est tout souhait pour ces formations politiques, mais prenons date. Allez, la présidentielle de 2026 ne se tiendra certainement pas sans l'opposition. Le meilleur en parle ce matin et se pose la question que voici. Animation de la vie politique au Bénin, que trame l'opposition de Boni Yayi pour 2026? Bon, moi je crois que c'est des questionnements parfois qui veulent semer la confusion ou pour semer en tout cas... Est-ce qu'on va dire le parti de Boni Yayi trame quelque chose? Aujourd'hui, le parti descend dans les communautés. Plus ou moins, on peut se féliciter de ce que le discours que tient Boni Yayi n'est pas un discours de va-t-en-guerre. Au-delà de ce qu'il dénonce certaines insuffisances du pouvoir en place, il n'a pas un discours de va-t-en-guerre et on a pu voir que les discours sont de plus en plus contrôlés. Même si je ne partage pas cette vision de tout le temps faire des discours, je crois que, je le dis, et je l'ai toujours dit, la foule n'est jamais égale aux électeurs. Et d'ailleurs même, tous ceux-là que vous voyez rassemblés autour de Boni Yayi parfois, il y en a parmi eux qui ne savent même pas comment aller prendre le 4 CIP pour aller voter. Il y en a qui n'ont même pas, qui ont fait le RAVIP, mais qui ne sont jamais allés demander la naissance sécurisée. Donc, le véritable travail, c'est à ce niveau pour les fonctions de l'opposition. Je continue de le dire, il y a un taux d'abstention de pratiquement 2 500 000 électeurs qui ne sont pas allés aux urnes en 2023. Et donc, il va falloir travailler à convaincre le nombre d'électeurs, pratiquement 2 millions qui ne sont pas allés aux urnes en 2023, les convaincre. Mais il y a aussi les néo-votants de 2023, en tout cas ceux qui n'ont pas voté en 2023, 16 ans, 17 ans, 18 ans, et qui auront 19 ans, 18 ans et 17 ans, et 20 ans en 2026. Toutes ces personnes, il faut travailler à les convaincre. Et donc, il faut travailler à identifier ces jeunes-là, leur permettre d'aller prendre leur 4 CIP, parce que c'est avec la 4 CIP qu'on vote aujourd'hui. Et donc, c'est le véritable travail que l'opposition doit faire sur le terrain, plutôt que d'aller tout le temps dire que nous faisons des meetings. Il y a du monde, on montre les images pour montrer que Boni Yayi est populaire. C'est Boni Yayi en réalité qui harangue qui fait sortir les populations comme ça. Est-ce que véritablement le candidat du Parti des démocrates, quand il se rendra sur un terrain sans Boni Yayi, peut faire sortir les gens aussi nombreux comme ça? Donc,
il y a tellement du travail sur le terrain pour les démocrates. Il n'y a pas question de dire qu'ils sont en train de travailler quelque chose, mais je pense qu'ils doivent travailler véritablement à trouver le candidat idéal qui fera l'unanimité, qui pourra mobiliser les gens autour de lui sur le terrain. Première chose, mais en même temps, c'est d'aller convaincre les populations là qui n'ont jamais pensé à aller retirer leur CIP pour aller voter, d'aller chercher le CIP. Aujourd'hui, on a délocalisé l'ANIP au niveau des arrondissements. C'est un travail à faire. C'est de convaincre les gens, mobiliser les gens, les amener, les aider à aller dans les arrondissements pour prendre les CIP tout au moins et s'assurer que ces personnes pourront voter pour leur formation politique et notamment ceux qui sont abstenus. Il faut trouver un discours de mobilisation, de conviction, arriver à convaincre ces personnes-là pour que ces personnes-là ressentent le désir d'aller aux urnes. Parce que malheureusement, quand vous écoutez dans l'opinion publique, les gens disent, mais écoutez, qui ira voter? Patrice Talon a tout bloqué, il va gagner les élections. C'est un faux débat. C'est-à-dire que dès lors qu'il y aura un taux d'abstention assez faible, en tout cas un taux de participation assez faible, le pouvoir en place, ayant ces fanatiques et ces soutiens qui vont régulièrement aux urnes, va toujours gagner par chaos. Dès lors que le taux de participation sera élevé, ils seront en difficulté. Et c'est aux opposants de faire ce travail véritablement, de se passer des discours, des mobilisations à tout vent dans toutes les localités. C'est peut-être là justement ce que trame la fameuse opposition de Boni Yayi. Ce serait en tout cas pour le bien. Matin libre à présent, lutte contre la corruption au Bénin, une évolution en dents de scie. Entre recul et statu quo, la criette, une avancée mais trop embrasse. Le haut commissaire à la prévention, est-ce l'homme qu'il faut? Bon, est-ce qu'on va dire que c'est l'homme qu'il faut? Je sais que Jacques Mingan, c'est un avocat, c'est un bâtonnier. Il a été bâtonnier, il a montré ses preuves, on ne va pas douter de ses compétences. Seulement, est-ce qu'il a vraiment les éléments pour combattre la corruption à tous les niveaux? Parce que quand on parle de corruption... Je pense ici, est-ce que c'est la personne de Jacques Mingan? Est-ce que c'est de la personne de Jacques Mingan dont on parle ou on parle plutôt de l'institution? Oui, non, je vais penser que c'est de l'institution qu'il s'agit. Oui, même si on parle de l'institution, c'est quelqu'un qui dirige l'institution. Et c'est celui qui dirige l'institution qui donne la ligne à suivre, en tout cas, même si le chef de l'État, parce que c'est rattaché à la présidence de la République, même si le chef de l'État donne sa vision, c'est celui qui dirige, qui met son management en place. Et donc, il revient. Quand il n'y aura pas de résultats, c'est Jacques Mingan qu'on va interpeller. Ce n'est pas l'employé, le secrétaire ou la secrétaire qu'on va interpeller. C'est pourquoi je parle de lui. Alors, donc, l'un dans l'autre, oui, est-ce qu'il a vraiment les éléments pour combattre la corruption à tous les niveaux? Parce que le plus souvent, on parle de lutte contre la corruption, mais c'est les petits bonnets qu'on arrête. Il y a les gros bonnets qui détournent tout le temps, qui volent, qui corrompent et qui sont corrompus. Mais malheureusement, ces dossiers ne sortent pas. Les gens, je n'apprends rien aux gens. On se connaît dans le 229 au Bénin. Hein. On connaît qui fait qui et qui fait quoi et qui est qui dans ce pays. Donc, j'estime que véritablement, est-ce que quelqu'un qu'on met là pour lutter contre la corruption a vraiment le pouvoir, aura vraiment les couilles de sévir et de dénoncer tous les actes de corruption? Bon, on attend de voir. La criette fait son travail hein, pour un peu décourager ce fait, mais est-ce que véritablement tous les cas de corruption sont connus aujourd'hui? Bon, je n'apprends rien à qui que ce soit. On finit, Laurent, par... Parce qu'on dit les gros détourneurs, on les connaît, hein? Les grands bandits, on les connaît. C'est beaucoup plus ceux qui détournent 100 000, 200 000, parfois, ou 1 million qu'on connaît. Mais ceux qui font parfois du gré à gré avec des milliers assignés par chaque fois, il faut aller voir de ce côté aussi également. N'est-ce pas? Avec Daibi Info, on finit à l'oreille droite. Envoûtement de femmes, une nouvelle activité des hommes dans les collines. C'est vrai qu'on est censé aborder un sujet qui n'est pas trop loin, de celui-là, dans l'actu décalé. Mais bon, un mot là-dessus quand même. Envoûtement de femmes, une nouvelle activité des hommes dans les collines. Salut à tous ceux qui nous suivent d'ailleurs. Dans les collines. Voilà, dans les collines. Non, vous savez, aujourd'hui, le monde est risqué, le Bénin de plus en plus est risqué, nos localités sont de plus en plus risquées. On a parlé du minage hier, dont on parlera encore dans l'actu décalé. Mais question d'envoûtement des femmes, aujourd'hui aussi, c'est une réalité. Hein. Vous, votre femme, banalement, sort, un homme peut arriver à l'envoûter banalement, la détourner. Et puis, c'est après, vous posez la question de savoir qu'est-ce qui a pu amener votre femme à suivre ce cul-d'âme-là. C'est des choses. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis toujours aux gens, priez davantage et sécurisez votre famille. Parce que même votre fille de 17 ans ou de 15 ans, quelqu'un peut en arriver à l'envoûter, à la détourner banalement et elle devient autre chose dans la maison.
Vous avez parlé de sécurisation, peut-être que c'est pour sécuriser justement que d'aucuns envoûtent. On peut envoûter aussi pour sécuriser. Oui, mais il y a plusieurs. Ça, c'est pour sécuriser. On en reparlera. C'est miné. Mais Oui, ici, on en c'est que reparlera. les gens, il y a des gens aujourd'hui qui voient des femmes qui leur plaisent, mais bizarrement, on arrive à envoûter les femmes pour les détourner. Ce qui est bien dommage. Et puis, quand ils font ça, c'est beaucoup plus pour mettre les foyers en difficulté. Bah Maintenant, ouais. il faut aussi dire aussi que ces femmes aussi qui passent le temps à passer chez Rounon, je ne sais quoi, Bokon, parce qu'elles ne veulent pas être soumises à leur mari, aussi font ces frères-là. Parce qu'après, elles deviennent, vous les Elles voyez. finissent par se faire Oui, oui, vous les voyez un jour. envoûter Oui. par les, Et vous les voyez Rouennais un en jour, question. l'âne du Rounon, dans le couvent de Rounon, malheureusement. Donc, je crois que les femmes aussi doivent pouvoir travailler à écouter ce qui se passe dans leur foyer, à se discipliner, à être soumise. Je ne dis pas que vous serez soumise pour qu'on vous piétine, mais faites le maximum d'efforts pour être respectueuse envers votre mari, ce qui vous empêcherait d'aller chercher à avoir une potion pour lui donner à manger, pour qu'il soit soumis à vous et qu'il soit votre bébête. Ça ne sert à rien. D'abord, un homme qui est bébête chez vous à la maison, ça, vous n'avez plus de valeur en réalité. Moi, j'estime que chacun doit pouvoir travailler à sauvegarder, en tout cas à préserver son foyer de ces drames-là. C'est très important. Merci à vous, Laurent Roland Tonnet. C'est moi.